Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Monde en 30 minutes, magazine d'actualité générale de la rédaction de la télévision haïtienne de Montréal. Voici l'essentiel de l'actualité. Justin Pierre James Trudeau, hanté par une vieille photo. Grève massive chez General Motors, avec des répercussions jusqu'au Canada. Manifestation monstre des jeunes en faveur du climat. La République de Cuba dénonce l'acharnement de Donald Trump à son encontre. Et puis en Haïti, les manifestations se poursuivent. Le développement de ces titres et d'autres nouvelles en détail d'ici quelques instants. Vous ne bougez pas, s'il vous plaît. Bien géré tous les samedis, 19h, sur la THM, la télé à votre image. Zoom sur l'immobilier. Tous les jeudis soirs à 19h. Sur la THM, la télé à votre image. Avant de passer, chers amis téléspectateurs, au développement des titres que nous vous avons présentés il y a tout juste un instant, nous accueillons, comme à l'accoutumée, notre collaboratrice Linda Chéri. Bonsoir Linda, ça va bien? Bonsoir Pierre Michel, très bien, merci beaucoup. L'actualité, mesdames, messieurs, c'est Justin Pierre James Trudeau, Premier ministre sortant du Canada, qui, une semaine après le déclenchement des élections fédérales 2019, a dû s'excuser. En 2001, j'enseignais à Vancouver et dans le gala de fin d'année de l'école, sous un thème « 1001 nuits », je me suis déguisé en costume d'Aladin, y compris avec du maquillage. C'était une erreur. C'était quelque chose que j'aurais pas dû faire. J'aurais dû le savoir que j'aurais pas dû le faire et je le regrette profondément. Voulez-vous vous excuser? Oui, je m'excuse. Oui, je m'excuse profondément. Je me suis déçu moi-même et je suis vraiment désolé. Et comme vous pouvez le constater, mesdames, messieurs, c'est en rapport avec cette photo, ce cliché qui a été publié par le Times, le magazine Times des États-Unis, qui montrait justement Justin Trudeau. Et ça remonte à 2001, lors d'une soirée déguisée. Il s'était présenté en personnage d'Aladin, Linda. Exact. Alors, c'est ça. Donc, c'est cette photo de presque 20 ans qui a reparu en circulation. Pourquoi maintenant? On se pose la question. Bien sûr, plusieurs personnes ont réagi, dont les partis politiques adverses qui sont dans la course. Alors, il y a M. Andrew Scheer qui a déclaré que M. Trudeau n'était pas fait pour le pouvoir en place. Diriger ce grand pays. Exact. Il a répété ces mots. Oui. C'est ça. Il a déclaré le geste raciste. Il y a M. Singh de son côté qui a été un petit peu plus personnel parce que comme on le sait, M. Singh est d'une minorité culturelle. C'est le premier chef d'un grand parti politique exact. À provenir d'une minorité visible. C'est ça. Et il porte le turban. Donc il a parlé un peu de son expérience en tant que jeune ici au Canada, victime parfois de racistes et de gestes racistes. On peut tout simplement sauter aux conclusions. Cependant, plusieurs observateurs, plusieurs personnes justement qui travaillent à la cause des minorités visibles, des Noirs particulièrement, ont défendu M. Trudeau. Donc, par exemple, nous avons la Ligue des Noirs, M. Dan Phillips, qui a très bien dit que dans le contexte actuel, ce n'est pas du blackface. Donc, c'est sûr que les avis sont contraires sur la question, mais on sait que beaucoup en ont profité un petit peu parce qu'on est en période électorale, on est en campagne. Donc, pour en rajouter. Il faut s'y attendre, Mais il semble que les fouilles n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Bon, écoutez. Enfin, on s'attendait à une polémique beaucoup plus... Oui, bon, on ne sait pas, est-ce tout à fait par hasard qu'après la première photo, qui n'a probablement pas provoqué la réaction qu'on aurait voulu, il y a eu une deuxième photo et il y a eu encore une troisième photo.
Et ce qui est le plus intéressant, c'est que cette semaine, en entrevue sur notre média national, l'écrivain et académicien Dany Laferrière a fait des déclarations extrêmement importantes. Ah non, ce n'est pas du tout un blackface. Vous savez, un blackface, il faudra qu'il y a enfin un goût certain et de vouloir ridiculiser, déshumaniser et l'autre. Et dans le cas de la première image que j'ai vue, où il était accompagné de jeunes femmes magnifiques, et il avait un très beau turban, et les femmes ne semblaient pas effrayées de sa présence. Je n'ai pas accepté les excuses de M. Trudeau. Les excuses de M. Trudeau n'ont rien à voir avec cette histoire. C'est tout simplement la politique. Et c'est l'Amérique du Nord. Nous disons société laïque, mais en fait, nous sommes toujours dans la confession publique. On dirait que c'est une affaire qui se passe entre politiciens blancs et l'affaire se passe sur un autre terrain clos. Et pendant ce temps, les libéraux ont eu la possibilité de poursuivre leur campagne en s'engageant à bannir les armes d'assaut, Linda. C'est ça. La vie continue. On est encore en campagne. Il ne reste que quelques jours. Le rendez-vous, c'est pour le 21 octobre. Alors, M. Trudeau est sorti avec cette déclaration en disant que les pensées et les prières ne vont pas arrêter les tueries. Donc, c'est une façon pour introduire cette promesse selon laquelle, s'ils sont élus pour un deuxième mandat, ils vont bannir les armes d'assaut. Et on ne parle pas seulement de bannir les armes d'assaut, demander aux gens de les rapporter. Il semblerait que les propriétaires de ces armes seraient payés au prix du marché. Exact, pour rapporter l'arme qui est à leur disposition. L'actualité, mesdames, messieurs, c'est Cameron Ortiz. Qui est-il? C'est un Vancouverois. Il est un ancien de la gendarmerie, un haut responsable de la gendarmerie royale du Canada. Il était le directeur de l'agence de la protection des renseignements personnels. Ce monsieur se retrouve devant la justice, Linda. Ce n'est pas une petite affaire. Alors, il a été arrêté le 12 septembre dernier. Il est soupçonné d'avoir tenté de vendre des renseignements à des gouvernements étrangers et à des gens pas trop recommandables, autant au niveau de la mafia, du crime organisé, etc. On ne sait pas de quelle ampleur, mais on a retrouvé plusieurs documents chez lui. On parle de BlackBerry. Il est question de téléphones dotés d'applications qui peuvent se désagréger. Oui, on est en plein James Bond. Ce sont des téléphones qui, s'ils sont saisis par la police, on peut effacer ces informations-là à distance. Alors, hier matin, il a comparu pour sa remise en liberté. La décision n'a pas été prise. Il a encore rendez-vous la semaine prochaine, donc le 27. Il va se retrouver en cours encore une fois pour cette histoire. Donc, alors, on parle vraiment de quelque chose non seulement qui fait mal au Canada, mais qui fait mal aussi, qui ternit l'image du Canada. Ça ternit l'image du Canada et aussi ça a des répercussions sur les gouvernements étrangers des pays amis, parce qu'on parle de plusieurs autres gouvernements qui sont impliqués dans tout ça. Et il faut aussi mentionner que l'arrestation de M. Ortiz a été faite grâce au gouvernement américain. Donc alors c'est une personne qui a été arrêtée aux États-Unis et on a fait le lien avec ce M. Ortiz ici au Canada. Et il a passé beaucoup de temps à faire ça en plus. Il a passé beaucoup de temps à faire ça. Mais on est encore en enquête. Il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas, encore beaucoup de détails que la GRC garde sous silence parce qu'on ne veut pas nuire à l'enquête. Donc c'est certain que dans les prochains mois, on va sûrement revenir encore sur la question. Dans l'actualité, mesdames, messieurs, 50 000 salariés de General Motors sont entrés en grève. C'est une situation qui a des répercussions jusqu'ici au Canada. Reportage. Cela n'était pas arrivé depuis 12 ans chez General Motors. Les 48 000 employés du fabricant automobile sont en grève sur tout le territoire américain depuis dimanche minuit. C'est à l'appel du puissant syndicat United Auto Workers que cette mobilisation exceptionnelle est menée. Objectif, peser sur les négociations de la nouvelle convention collective. Le vice-président du syndicat, Terry Litz, détaille. Nous exigeons des augmentations de salaire, une meilleure couverture santé, une répartition des profits et des garanties sur la sécurité de l'emploi pour nos membres.
Lancées en juillet, les négociations entre GM et le syndicat UAW sont dans l'impasse, mais doivent reprendre ce lundi. Le président Donald Trump les appelle à conclure un accord au plus vite. General Motors a mis 7 milliards sur la table, mais le syndicat n'est pas satisfait des garanties proposées. Il est par contre parvenu à un accord avec les 2 autres constructeurs américains, Ford et Chrysler, en fin de semaine dernière. L'actualité, chers amis téléspectateurs, nous emmène chez nos voisins états-uniens où l'ancien directeur de la campagne électorale de Donald Trump, l'actuel locataire de la Maison-Blanche, se retrouve à être auditionné par le Congrès des États-Unis, Linda. Exact, toujours en rapport avec le rapport Mueller. Alors, c'est M. Corey Lewandowski, qui était le directeur de campagne de M. Donald Trump. Donc, alors, il est en ce moment devant le Congrès américain. Et quand on parle du Congrès, qui l'a amené, ce sont les démocrates. Tout ça dans l'objectif de probablement suggérer un impeachment de l'actuel président. Les observateurs croient que c'est une perte de temps et une dépense inutile pour les payeurs de taxes américains. Et surtout, lorsqu'on regarde un petit peu l'audition de M. Lewandowski, il n'est pas prêt à répondre aux questions. Il s'arrange parce qu'on sait que chaque sénateur qui se présente, chaque représentant qui se présente a 5 minutes pour poser des questions. Et 5 minutes, ce n'est pas 5 minutes dans la bouche, c'est vraiment avec... 5 minutes d'horloge. D'horloge, exactement, c'est bien calculé. Chronométré, ouais. Et lui, il s'arrange pour épuiser chacune des 5 minutes de chacun des représentants qui lui posent des questions. Et on voit très clairement que c'est un farouche défenseur de M. Trump. Et bien sûr, nous savons que M. Trump a bien sûr tweeté son contentement en voyant la manière dont M. Lewandowski se débrouillait devant le Congrès américain. Il passait cet examen-là avec brio. C'est ça, oui. Et dans l'actualité toujours chez nos amis états-uniens, le maire Bill de Blasio, il a définitivement lancer la serviette pour ce qui est de ses prétentions à gagner le trône démocrate aux élections qui s'en viennent. Jusqu'à présent, c'est la question qu'on se pose. Pourquoi autant de démocrates dans la course à l'investiture? Pourquoi ils ne se mettraient pas ensemble pour mettre leurs forces ensemble pour gagner les prochaines élections? Mais c'est encore dans quelques temps, donc on a beaucoup de mois devant nous. Alors, M. de Blasio, l'actuel maire de New York, il peut tout simplement retourner à ses affaires. Donc, il n'a pas perdu son poste parce qu'il pouvait faire les deux en même temps. Donc, il va encore demeurer maire de New York, qui est quand même une très grande ville. On a dit que l'avenir appartient à la jeunesse. C'est à eux de décider de quoi demain sera fait. Eh bien, les jeunes ont pris la décision de se mobiliser en faveur du climat, Linda. Ce n'est pas une mince affaire. Alors, on le sait très bien que ce mouvement est initié par la jeune Greta Thunberg, oui. qui d'ailleurs a rencontré Barack. Oui, elle a rencontré Barack Obama. Alors, cette jeune Suédoise qui a fait de ça sa mission, vraiment de défendre l'environnement. Dans les pays, dans son pays, c'est quand même important. Les gens travaillent pour protéger la nature, mais ce n'est pas la même chose ailleurs. Et ce qu'elle dit souvent, elle dit c'est assez bizarre d'entendre un chef d'État aller en jet privé, aller défendre l'environnement. Ouais. Donc, alors que l'incohérence. Oui, l'incohérence de tout ça. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait pour se rendre aux États-Unis, où elle est depuis à peu près une semaine? Elle a pris un bateau sans émission de carbone. Donc, alors, elle a voyagé... Elle a prêché par l'exemple. Les gestes et les paroles qui concordent. Exactement. Donc, elle sera bientôt dans nos murs. Elle sera à Montréal pour la manifestation qui est prévue la semaine prochaine. Mais cette semaine, il y a quand même eu beaucoup de manifestations dans beaucoup de pays, dont une à New York où Greta Thunberg était présente. Alors, bien sûr, nous avons quelques images de ce grand événement. C'est une vague historique et mondiale de manifestations pour la défense du climat. Des centaines de milliers d'élèves et d'étudiants se sont mis en grève ce vendredi pour marcher dans les rues de Londres, Berlin, Paris et d'autres grandes villes. Ce que vous faites compte, c'était l'un des mots d'ordre envoyés par ces jeunes aux décideurs politiques et économiques à 2 jours du sommet sur le climat à New York. Cette année, plus de 2 millions d'hectares de terre ont été touchés par la sécheresse.
Nous savons de sources scientifiques que ce sont les fermiers et les familles avec des enfants qui seront le plus durement touchés par cette crise climatique. Le changement commence par nous. Nous pouvons faire face aux politiques et leur montrer que les jeunes ne veulent pas du changement climatique et que nous sommes en colère. Selon un projet de rapport des experts du climat de l'ONU, même si le monde parvenait à limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, l'augmentation du niveau des mers pourrait submerger les foyers de 280 millions de personnes dans le monde. À l'issue des législatives qui se sont déroulées cette semaine en Israël, le nœud gordien politique n'a pas du tout été défait. En effet, le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahou du Likoud est arrivé au coude à coude avec le chef de la coalition bleu et blanc, il s'appelle Benny Gantz, avec respectivement 31 et 32% des suffrages exprimés. Voici à ce sujet un reportage de nos confrères d'Euronews. En Israël, Benjamin Netanyahou est en difficulté. Les législatives l'ont placé à quasi-égalité avec Benny Gantz, le leader du parti centriste, et aucun des deux ne peut en l'état former un gouvernement majoritaire. Alors certains craignent de perdre une certaine stabilité politique. On verra comment c'est possible, mais comme ça, je ne pense pas qu'il puisse former une coalition. Et vraiment, personnellement, je suis très très inquiet. J'espère que le Likoud et le parti centriste vont s'unir et que cela permettra au pays de rester stable pendant 4 à 5 ans. Le Likoud et le parti centriste Carol Lavon obtiendraient 31 et 32 sièges à la Knesset, tandis que la liste unie des partis arabes aurait 12 sièges et deviendrait 3e force politique. Le parti bleu et blanc, c'est mieux, parce que même s'il n'est pas de gauche, il n'est pas extrémiste, comme peut l'être Netanyahou. Netanyahou est peut-être plus que les autres contre les Arabes. Et de fait, Benjamin Netanyahou a plaidé pour la formation, je cite, d'un gouvernement sans les partis arabes antisionistes. Alors en Cisjordanie, on se réjouit des difficultés du Premier ministre sortant. Il ne fait aucun doute que les Palestiniens sont satisfaits de la chute de Netanyahou. Ce n'est pas que nous soyons préoccupés par les résultats des élections israéliennes, mais cela signifie une réhabilitation du peuple palestinien. Cela signifie également que c'en est fini maintenant de tout le soutien que Trump a apporté à Netanyahou avec son soi-disant deal du siècle. Dans l'actualité, 2 représentants cubains accrédités à l'ONU ont été déclarés persona non grata aux États-Unis et refoulés vers leur pays d'origine, Linda. Oui, c'est exact, Pierre-Michel. Alors, des relations tendues entre les États-Unis et Cuba, on en entend parler depuis bientôt 57 ans. Donc, alors, ce n'est pas une chose simple. Avant de faire quelques commentaires là-dessus, allons voir un petit peu l'historique de cette histoire rouleuse. Révolution cubaine, fiasco du débarquement dans la baie des Cochons, rupture des relations diplomatiques entre Washington et la Havane. C'est dans ce contexte que les États-Unis ont imposé un embargo total à Cuba en février 1962, sous la présidence américaine de John Fitzgerald Kennedy. Un embargo économique et commercial alors que les deux pays sont séparés seulement par les 150 km du détroit de Floride. Dans ce bras de fer entre les deux nations, l'URSS entra pleinement en scène, créant une situation d'extrême tension, illustrée en octobre 1962 par la crise des missiles soviétiques installés sur l'île cubaine. Depuis, l'Assemblée générale de l'ONU a plus d'une vingtaine de fois condamné cet embargo américain, soulignant notamment qu'il avait été décrété à une époque où la majorité de la population cubaine actuelle n'était pas née. Voilà que cette décision du gouvernement américain de déclarer persona non grata ses représentants cubains à l'ONU soulève la réprobation du gouvernement cubain qui dénonce une sorte d'acharnement de Donald Trump à l'encontre du pays. Oui, parce que le ministre des Affaires étrangères, M. Bruno Rodriguez, déclare que c'est la première fois en toutes ces années de relations tendues entre Cuba et les États-Unis qu'il voit un tel acharnement à empêcher le pays de fonctionner, parce qu'on sait que lors de la présidence de Barack Obama, il y a eu, comme on peut dire,
un assouplissement de certaines mesures qui étaient imposées sur Cuba. M. Obama et sa famille s'étaient même rendus à Cuba, ont visité eux-mêmes le pays. Et malgré tout ça, on sait que c'est un pays où la mortalité infantile est une des plus basses au monde. Les maladies comme le cancer n'existent pas. Ils ont le plus haut taux d'analphabètes. De gens alphabétisés plutôt. Ça n'existe presque pas. L'analphabétisme n'existe presque pas à Cuba. Ils arrivent quand même à vivre. Et une chose qui est très importante, quand on parle au niveau de l'aide internationale, les Cubains sont ceux qui sont les plus volontaires. Quand on parle de Médecins sans frontières, la majorité sont des médecins qui viennent de Cuba. Donc alors c'est un pays que malgré le fait qu'il soit un pays dit socialiste, malgré qu'il soit un pays communiste, malgré tout cet embargo, il arrive quand même à fonctionner. Le tourisme qui est une de leurs valeurs sûres, le tourisme est beaucoup affaibli en ce moment parce qu'il y a quand même beaucoup d'Américains qui se rendaient quand même à Cuba. Et chose assez inusitée, c'est que le gouvernement cubain offre même des bourses d'études aux étudiants américains pour venir étudier à Cuba. Et puis, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que avec tout ça, ils ont l'un des meilleurs systèmes de santé au monde. Et il y a des gens qui quittent des pays dits développés pour aller se faire soigner et de la meilleure façon qui soit. La meilleure façon à Cuba. Et à coût minime à Cuba. Oui, nous connaissons plusieurs personnes qui ont quitté le Canada à cause de nos fameuses listes d'attente. Chaque fois qu'il y a un événement, une catastrophe, même quand ça se passe aux États-Unis, ils sont prêts à envoyer un contingent de médecins. Ils sont prêts à se porter volontaire un peu partout. Et il faut mentionner que pourquoi ces Cubains ont pu être expulsés des États-Unis. Oui, ils sont accrédités par l'ONU, mais l'ONU, le siège social est aux États-Unis. Alors, les Américains ont déclaré que les mesures, c'est parce qu'ils font des actes qui pourraient être répréhensibles pour la sécurité nationale. Dans le reste de l'actualité, les images vidéo parlent d'elles-mêmes. La France, mesdames, messieurs, participe au blocus du Yémen. 16 ONG de défense des droits de la personne ont demandé au gouvernement d'Emmanuel Macron de clarifier sa position sur cette question. Voici les explications et les commentaires suite à ce reportage. Il existe désormais des preuves en images de l'implication de la France dans le blocus au Yémen. Après avoir rendu public un document confidentiel défense sur les armes utilisées dans cette guerre, le collectif de journalistes Disclose et ses partenaires publient des vidéos de 2 frégates françaises au large d'Hodeïda, le principal port du pays. Et ces bateaux s'avèrent être des bateaux français ou de fabrication française, vendus à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, et qui sont d'autres bateaux que ceux qu'on avait déjà révélés dans notre enquête d'avril dernier. Ça veut dire qu'on a au moins 4 bateaux de fabrication française dans les eaux du Yémen. Ces navires se trouvent dans la zone du blocus maritime mené par la coalition saoudienne. Un blocus qui dure depuis 4 ans et qui empêche la livraison de l'aide humanitaire et du pétrole. Dans un rapport récent, l'ONU dénonce la stratégie de la famine de la coalition qu'elle assimile à un crime de guerre. La France a quant à elle signé le traité sur le commerce des armes, un texte qui interdit la vente d'armes en cas de crime de guerre. Le président de la République française, sa ministre des Armées et son ministre des Affaires étrangères ont bien reçu le rapport sur les armes françaises au Yémen, et ce dès octobre 2018. Mais le gouvernement assure que la France respecte bien ses engagements internationaux. Ces bateaux étaient vendus avant le début du conflit, donc le gouvernement français ne pouvait pas savoir à quoi ils seraient utilisés a priori, mais il y a une maintenance de l'équipement à bord, donc l'entretien des bateaux, à la fois technique, technologique et militaire, est organisé par des entreprises françaises qui ont eu l'accord de l'exécutif français. Entretien des bateaux, mais aussi poursuite des livraisons. 20 autres navires devraient être envoyés à l'Arabie Saoudite dans les mois qui viennent. Après ces nouvelles révélations, 16 ONG de défense des droits de l'homme demandent au gouvernement français de clarifier publiquement sa position. Dans l'actualité qui nous amène en Afrique, un grand hommage a été rendu à celui qui était président du Zimbabwe et qui est décédé depuis 2 semaines environ. Il s'agit de Robert Mugabe.
Un dernier hommage appuyé à celui qui était vu comme un héros de l'indépendance par certains, un dirigeant autoritaire par d'autres. Le Zimbabwe a fait ses adieux ce samedi à l'ancien président Robert Mugabe, décédé le 6 septembre à 95 ans. Son successeur Emmerson Mnangagwa et plusieurs chefs d'État africains en fonction ou à la retraite ont pris part à cette cérémonie de 4 heures à Harare, la capitale, devant son épouse et certains de ses partisans, venus avec des t-shirts à l'effigie de l'ancien président. Ceci est notre hommage à un grand libérateur, à un père fondateur, un professeur, un homme libre. Si eux le voient comme le ciment de l'unité du pays, ces louanges ne sont pas partagées par tous. Contraint à la démission il y a 2 ans par un coup de force de l'armée, Robert Mugabe a laissé derrière lui un pays meurtri par la répression et ruiné par une crise économique sans fin. La rareté d'essence a fortement accru les tensions un peu partout dans la capitale haïtienne, Port-au-Prince, où des manifestations se poursuivent depuis. Reportage. Barricades dressées au carrefour stratégique, incendie, les principales villes haïtiennes sont sous tension. Un appel à la grève a été lancé lundi sur les réseaux sociaux pour dénoncer la pénurie de carburant et mettre les autorités, je cite, face à leurs responsabilités. Cette pénurie dure depuis plus de 3 semaines maintenant. Des tirs sporadiques ont été entendus lundi dans plusieurs quartiers de Port-au-Prince et un supermarché a été incendié en centre-ville. Au cours du week-end, la police a procédé à une dizaine d'arrestations et saisi plusieurs barils de carburant stockés illégalement dans des propriétés privées. Parmi les nombreux piétons et motards qui circulent dans Port-au-Prince, beaucoup transportent un gallon jaune, objet devenu le symbole de cette pénurie d'essence. Les stations-service ont désormais stoppé toute distribution, faute de stock disponible ou à cause des affrontements causés par les fortes affluences. C'est le moment de parler de la bonne nouvelle à ce magazine Le Monde en 30 minutes. Une bonne nouvelle qui, aujourd'hui, nous amène aux États-Unis, où il est question de Black Lady, Linda. Oui, Black Lady. On entend souvent cette expression, Black Lady, mais dans ce contexte-là, c'est pas un contexte péjoratif. C'est une bonne nouvelle. Pourquoi, selon nous, c'est une bonne nouvelle? Et on peut dire tout de suite qu'en réunion de production, tout le monde autour de la table n'était pas nécessairement d'accord, parce qu'on essaie toujours d'avoir une cohésion dans la bonne nouvelle. Mais cette fois-ci, elle n'a pas nécessairement fait l'unanimité, mais cependant, la voici. Alors, cette bonne nouvelle, qu'est-ce que c'est? C'est le A Black Lady Sketch Comedy Show. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait un show qui est un petit peu à la Saturday Night Live, donc avec des sketchs qui sont préenregistrés et qu'on présente devant public parfois. Et qui est derrière cette initiative? Alors, plusieurs d'entre vous ont probablement entendu parler de Issa Rae. Issa Rae, c'est cette jeune fille qui a tout simplement commencé par faire des vidéos YouTube qui s'appelait An Awkward Black Girl. Et de là, elle a été découverte et elle a eu ce show sur HBO qui s'appelle Insecure. Et l'autre personne derrière le projet s'appelle Robin Thede. Robin Thede avait un show sur BET qui a été annulé. Abruptement, on a annulé son show qui passait le soir, mais elle est journaliste de formation, mais elle écrivait beaucoup en arrière de la scène pour des shows et tout. Et elle a été approchée par Issa Rae qui lui a dit: on devrait faire quelque chose ensemble. Alors, ils ont pondu ce projet qui représente que des femmes. Et quand on parle que des femmes, il y a beaucoup qui vont dire que c'est discriminatoire. Mais parce que c'est des femmes noires. Ce sont des femmes noires. Alors, on parle de la distribution principale, ce sont des femmes noires. Les gens qui écrivent en arrière de la scène, ce sont des femmes noires. Celles qui produisent, ce sont aussi des femmes noires. Et lorsqu'on se réfère à Rosa Parks, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle de ce côté, et c'est surtout une bonne nouvelle économique. Parce que quand on le sait, la place de la femme au point de vue économique, même quand on fait la comparaison entre les humoristes masculins et les humoristes féminins, ils gagnent beaucoup plus d'argent. Pour le même travail, en fait. Pour le même travail, exactement, et pour la même quantité d'éclats de rire. Donc, c'est une très bonne nouvelle, et nous avons vu quelques épisodes, et croyez-moi, ça en vaut la peine.
C'est la fin de cette édition. Un rappel des titres. Justin Pierre James Trudeau, hanté par une vieille photo. Grève massive chez General Motors avec des répercussions jusqu'au Canada. Manifestation monstre des jeunes en faveur du climat. La République de Cuba dénonce l'acharnement de Donald Trump à son encontre. Et puis en Haïti, les manifestations se poursuivent. Excellente suite de programmes. Très bonne fin de soirée avec la télévision haïtienne de Montréal. À la prochaine.